Bonjour, donc je m'appelle Jean-Charles Ponel, je suis responsable qualité de l'air au sein d'Office, Office d'ingénierie sanitaire qui travaille sur le risque sanitaire dans le bâtiment, qualité de l'air, qualité de l'eau, et moi je suis le responsable qualité de l'air. Je vais vous parler aujourd'hui de la mesure de la qualité de l'air dans des locaux à pollution non spécifique, à savoir les bureaux type tertiaire, tous les locaux où il n'y a pas une activité spécifique polluante, ou alors des contraintes de qualité d'air par rapport à un process industriel ou par rapport à des problèmes de particules ou autres. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir déjà dans un bâtiment? Un bâtiment, il y a deux sources potentielles. Il y a une source endogène, la pollution qui est générée à l'intérieur du bâtiment, et aussi un bâtiment, il n'est pas seul, il a une interaction avec l'extérieur. Donc, quand on fait une mesure de la qualité de l'air dans un bâtiment, il faut déjà avoir une idée de la qualité de l'air à l'extérieur, et ensuite une qualité et comparer avec la qualité de l'air à l'intérieur du bâtiment. Donc la source exogène, la source endogène. Dans un bâtiment classique, une pièce classique, les sources de pollution sont multiples. Il y a tout d'abord la principale source, c'est l'activité humaine. Un individu respire, relargue des particules, la flore bactérienne, du CO2. Les matériaux relarguent un certain nombre de composés chimiques, type COV, plomb, amiante, radon, des allergènes éventuels. On a aussi un problème on peut avoir une dégradation de la qualité de l'air liée en fait au système de ventilation. Un système de ventilation mal entretenu peut générer un certain nombre de polluants, notamment des particules, des bactéries, des champignons. Le but d'une ventilation, c'est pas de générer des polluants. En général, le but d'une ventilation, c'est de filtrer l'air et de renouveler l'air. Mais s'il y a un mauvais entretien de ce système, notamment un mauvais entretien au niveau des composants type batterie chaude ou froide, mauvaise évacuation des bacs à condensat, problème de filtre pas changé régulièrement ou d'étanchéité des plans filtrants, on peut se retrouver avec une dégradation de la qualité de l'air en soufflage. Ensuite, un point important au niveau de la qualité de l'air, c'est que les gens se plaignent de la qualité de l'air, mais ça peut être aussi un problème de confort au poste de travail. C'est-à-dire qu'on a une qualité de l'air objectivement correcte, mais les gens sont tout le temps en stress thermique, et donc ça génère un certain nombre de maladies, d'inconfort, notamment si on a un problème de courant d'air au poste de travail. Ensuite, les autres sources de pollution, il y a des sources extérieures, notamment la pollution automobile en zone urbaine, et puis des sources aussi d'autres sources de combustion, type chaudière, tabagisme, parking, en sous-sol d'un bâtiment ou autre. Donc l'intérêt d'une ventilation, quand même, c'est de maintenir une température et une hygrométrie indépendante des conditions extérieures, donc une sorte d'homéostasie au niveau du bâtiment, une filtration de la pollution extérieure, une filtration en général mécanique, c'est-à-dire qu'on filtre uniquement les particules et l'aérobiocontamination. On ne va pas filtrer les polluants chimiques en général. Et un renouvellement d'air. Un renouvellement d'air, ça va nous permettre d'éliminer la pollution liée à l'activité humaine et aussi de diluer les sources de pollution. Le mieux, c'est de ne pas avoir de source de pollution, mais le but d'une ventilation, c'est de toute façon la diluer. Et puis aussi une maîtrise des consommations énergétiques, puisque un bâtiment, on ne va pas non plus avoir un bâtiment complètement ouvert avec une ventilation très importante, parce qu'on a aussi des contraintes en économie d'énergie. Donc en cas de dysfonctionnement, évidemment, il y a un inconfort du personnel, des problèmes de santé ou de risques allergiques forts, et des dérives des consommations énergétiques. Donc trois axes au niveau de la qualité de l'air: le confort sanitaire, c'est-à-dire on respire en moyenne 15 000 litres par jour, on passe plus de 80% du temps à l'intérieur des milieux clos. En cas de dégradation de la qualité de l'air, il y a des conséquences directes sur les occupants, soit en performance au travail, soit des problèmes de santé avérés. Le confort thermique, puisqu'évidemment on peut avoir un air de bonne qualité, et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir un inconfort thermique au poste de travail et avoir les mêmes symptômes que si on avait une mauvaise qualité d'air. Et en général, au moins la moitié des plaintes sur la qualité de l'air ou la ventilation, ce sont des plaintes d'ergonomie en fait, d'inconfort thermique ou d'inconfort d'humidité relative. Puisque quand on réchauffe l'air,
on augmente le volume d'air par rapport à la quantité d'eau. Donc on sèche l'air et l'humidité relative descend et les gens ont un confort par rapport aux porteurs de lentilles ou autres. Donc efficacité énergétique, on isole de plus en plus les bâtiments, on limite la ventilation, donc on fait des économies d'énergie, on a une enveloppe de plus en plus étanche du bâtiment, mais si on n'a pas une ventilation maîtrisée, on se retrouve avec une augmentation de la pollution à l'intérieur des locaux. Donc je vais passer rapidement sur les aspects réglementaires parce qu'il n'y a pas grand-chose sur la qualité de l'air intérieur. Tout d'abord, il y a le Code du travail où on donne un débit d'air neuf par rapport au nombre d'occupants. C'est la seule contrainte qu'on ait. C'est-à-dire, dans un immeuble de bureau, on doit être à 25 mètres cubes heure par occupant. D'air neuf, pas d'air recyclé. Donc ce qui veut dire aussi que souvent, on a des unités terminales ou des centrales de traitement d'air où il y a du recyclage de l'air. C'est quand même très compliqué de savoir où on en est au niveau de l'apport d'air neuf par occupant et par locaux. Donc l'idéal, c'est de mettre des capteurs de CO2 qui vont nous permettre d'aller à la source du calcul des 25 mètres cubes heure par occupant, à savoir, on a mis quelqu'un dans une pièce de 25 mètres cubes, on a vu qu'en une heure, on arrivait à 1000 ppm de CO2. Donc c'est pour ça que la valeur seuil du CO2, c'est 1000 ppm. Ça nous permet de calculer directement si on a bien les 25 mètres cubes heure par occupant. Après, il y a d'autres circulaires, décrets, et il y a le règlement sanitaire type départemental qui nous donne aussi des débits d'air neuf par rapport au nombre d'occupants et des contraintes d'extraction au niveau des pièces humides. Faut savoir que dans une école, les élèves doivent respirer 15 doit avoir un renouvellement d'air de 15 à 18 mètres cubes heure, alors que le professeur qui est soumis au Code du travail sera à 25 mètres cubes heure par occupant. Donc ça, c'est des choses un peu particulières au niveau de la réglementation française. Ce qui existe quand même comme réglementation, c'est la surveillance obligatoire de la qualité de l'air dans les ERP, notamment avec 3 paramètres, le CO2, le formaldéhyde et le benzène. Cette surveillance obligatoire a été largement allégée par Ségolène Royal en donnant une autre alternative à l'assurance obligatoire, à savoir remplir une grille d'autodiagnostic au niveau des collectivités et de sensibiliser la collectivité à la qualité de l'air intérieur, mais sans contrainte réglementaire forte. Donc ils ont l'alternative, c'est ce qu'on va voir, je vous montrerai après. Ce qu'on va voir après, c'est qu'il y a 2 alternatives maintenant. Il y a soit la surveillance obligatoire de la qualité de l'air sur 2 périodes, une période en chauffe et une période estivale, où on mesure le benzène, le formaldéhyde et le CO2, avec une valeur limite. La valeur limite, c'est pour laquelle des investigations supplémentaires doivent être menées, et on doit informer le préfet, et il y a obligation d'afficher les résultats au niveau des crèches ou des écoles ou des collèges, etc. Il y a des valeurs guides aussi qui existent pour le formaldéhyde benzène. Ce qu'on voit aussi, c'est que la valeur guide pour le formaldéhyde, 10 microgrammes par mètre cube en 2023, ça va être relativement compliqué, sachant que le percentile 50, on est plutôt aux alentours de 20 microgrammes par mètre cube, 19,6 pour être exact. Donc voilà, au niveau de la réglementation, il y a maintenant 2 possibilités, soit la campagne de surveillance dont je vous ai exposé les différents paramètres à analyser, soit une grille d'autodiagnostic avec des plans d'action pour l'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Ce qui reste quand même beaucoup plus vague, mais beaucoup plus, pas forcément plus simple à mettre en œuvre par les collectivités, mais c'est quand même moins facilement vérifiable. Et souvent, les collectivités, elles choisissent cette alternative-là, surtout qu'elles n'ont pas besoin de communiquer forcément aux élèves ou aux parents d'élèves les résultats des mesures. C'est surtout ça aussi la contrainte, ils ont assez peur de communiquer aussi. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de notre méthodologie pour faire des mesures de qualité d'air dans le bâtiment. Elle est basée sur la norme XP 43401, qui est l'audit de la qualité de l'air dans les locaux à pollution non spécifique pour les immeubles de bureaux. Mais cette norme est déclinée jusqu'à la 407. Et elle va être, je crois qu'il y a une nouvelle norme qui va sortir, qui va regrouper un peu toutes ces normes-là sur les investigations à mener pour vérifier la qualité de l'air intérieur d'un bâtiment. Donc 3 étapes quand on mène des investigations sur la qualité de l'air intérieur. Une enquête in situ, une campagne de mesure évidemment, avec une stratégie d'échantillonnage bien éprouvée, et puis un rapport d'audit avec des préconisations éventuelles. Donc au niveau de l'enquête in situ,
On essaie de faire quelque chose de très exhaustif au niveau du bâtiment, à savoir rencontrer déjà les différents interlocuteurs, le médecin du travail pour identifier des plaintes éventuelles au niveau du bâtiment, le chef du personnel pareil, un petit peu comprendre un peu le climat aussi social du bâtiment, comprendre un peu s'il y a des plaintes ou des choses récurrentes qu'on peut voir, rencontrer la maintenance pour savoir les problèmes qu'ils rencontrent et comment est entretenu le bâtiment, quelles sont les installations, éventuellement membre du CHSCT, visite des locaux et du système de climatisation, c'est le minimum, hein. Savoir un petit peu comment fonctionne la ventilation, l'état des installations. Rechercher des sources potentielles de contamination. Est-ce qu'il y a une activité spécifique? Est-ce qu'il y a des endroits de stockage? Est-ce que les prises d'air neufs sont situées à côté de sources de pollution? Est-ce qu'il y a eu des rénovations récentes pour pouvoir avoir un groupe de pièces représentatives et pouvoir échantillonner l'ensemble du bâtiment et de ne pas passer à côté d'une source de pollution? Et évidemment, regarder les descriptions de procédures de nettoyage, d'entretien des installations. Avec tout ça, on réalise une campagne de mesure. Et nous, ce qu'on essaie de faire chez Office, c'est de faire une campagne de mesure à tout le niveau du système de ventilation. On ne se contente pas de faire de la mesure en air ambiant. On essaie de voir ce qui est soufflé au niveau du bâtiment, au niveau de la centrale de traitement d'air, la prise d'air neuf, la centrale de traitement d'air, après filtration pour évaluer le rendement de filtration et évaluer l'état de propreté, de salubrité des installations. En sortie de gaine pour évaluer, savoir s'il n'y a pas une dégradation de la qualité de l'air entre la centrale de traitement d'air et le soufflage. Et ensuite l'air ambiant. Comme ça, si on a un problème de qualité d'air en air ambiant, on peut savoir si ça provient de la ventilation ou si c'est une source autre de pollution, par exemple une source locale type matériaux, plantes vertes, puisque les plantes vertes peuvent générer pas mal de flore fongique par exemple, ou tout autre problème, puisque même si on a un système de ventilation qui paraît fonctionner correctement, on peut avoir une pièce où la ventilation n'est pas correcte localement. Donc le rapport d'audit permet d'avoir un outil pédagogique, synthétique, avec un certain nombre de tableaux récapitulatifs et des préconisations pragmatiques qui vont permettre d'avoir un outil à la fois pour le technique et aussi un outil de communication pour le personnel. Outils techniques de contrôle et outils de communication. Les paramètres analysés maintenant, on va faire des paramètres assez simples, mais qui vont nous permettre d'évaluer, plutôt que d'évaluer le risque sanitaire du bâtiment, ça va nous donner une évaluation de la qualité de la ventilation et la qualité du système de filtration. Donc on va étudier l'aérobiocontamination, la flore aérobie totale et la flore fongique. La flore aérobie totale qui va nous permettre d'avoir une évaluation du renouvellement d'air par rapport à l'activité humaine. La flore fongique, qui est plutôt une source exogène, va nous permettre d'évaluer la filtration et d'évaluer aussi l'état de propreté des installations. Le comptage de particules en fonction de la granulométrie va nous donner des indications sur la pollution extérieure, mais aussi sur l'activité humaine par rapport aux plus grosses particules. Les grandeurs physiques, ça c'est les grandeurs de confort. Le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone éventuellement en cas de source de combustion. Et les COV pour évaluer les sources de pollution liées aux matériaux ou alors liées à des sources de pollution externe, type benzène, par exemple, des locaux à proximité d'une station de service ou autre. Donc qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'aérobiocontamination par rapport aux valeurs qu'on trouve dans les bureaux? Là, je vous ai présenté une courbe de Gauss qui vous permet de voir qu'on a plus de flore aérobie totale à l'intérieur du bâtiment qu'à l'extérieur. L'intérieur du bâtiment, c'est ce qui est en vert bleu, et en violet, c'est l'extérieur. Donc on voit qu'on a un enrichissement en flore aérobie totale à l'intérieur du bâtiment. Donc d'évaluer l'aérobiocontamination va nous permettre de savoir si on a un renouvellement de l'air suffisant dans le bâtiment, à savoir si on a un apport d'air neuf suffisant et si aussi on a une extraction suffisante. Contrairement à la flore fongique, où c'est l'inverse, on a plus de flore fongique à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc ça va nous permettre d'évaluer en fait la qualité de la filtration du bâtiment et la qualité du système pour éliminer les sources exogènes de pollution. On peut aussi évaluer avec la flore fongique, en faisant des mesures en soufflage, si les installations de ventilation sont en bon état ou pas, si les bacs condensats sont nettoyés correctement, les batteries chaudes ou froides aussi, les filtres, etc. Les mesures de particules. Alors nous, on est parti sur du comptage particulaire parce que de faire des mesures en PM2,5, PM10, on a vu les limites
de l'exercice, à savoir que en intérieur, on a beaucoup plus de grosses particules que de particules fines, liées à l'activité humaine. Donc on a souvent des PM10 assez élevés, alors qu'il n'y a pas de risque sanitaire avéré, on est plutôt dans les grosses particules. Pour les donc en granulométrie, on va pouvoir identifier toutes les particules supérieures à 0,5, 1 ou 5, et se référer avec toutes les précautions requises à la norme ISO 14644 pour les salles propres, et arriver à un peu qualifier la qualité de l'air et la contamination particulière des bâtiments en prenant la norme ISO la plus haute, c'est-à-dire la norme ISO 9, qui est plutôt les locaux à pollution non spécifique. Donc avec ça, c'est ce qu'on a aussi, c'est un peu l'orientation qu'on prend aussi sur l'HQE en exploitation, c'est-à-dire faire du comptage particulaire plutôt que du massique, pour évaluer plutôt le système de ventilation que le risque sanitaire. Les grandeurs physiques, température, humidité, vitesse de l'air. Vitesse de l'air de poste de travail, c'est assez important pour le confort, pour avoir un indice de confort au poste de travail. Par rapport au type d'activité, à l'habillement et à la température rayonnante aussi, on peut identifier des votes moyens prévisibles d'insatisfaits au poste de travail. Sinon, la norme 7730 sur le confort thermique. Le CO2, donc à partir de 1000 ppm, on peut estimer qu'on n'a pas les 25 m3 par occupant. Et plus on augmente en CO2, plus les gens vont respirer vite, donc c'est des concentrations qui sont exponentielles, c'est-à-dire qu'on va augmenter le CO2 de plus en plus vite si on n'a pas un bon renouvellement d'air. Les mesures de COV, on utilise des tubes passifs, mais aussi on peut faire des mesures en continu, on peut utiliser un PID, enfin il y a pas mal de choses qu'on peut faire, mais le tube passif va nous permettre d'avoir une évaluation précise et normée des concentrations en formaldéhyde, benzène et autres COV qui peuvent être générés par les matériaux. Donc nous aussi on fait de la mesure en continu dans le bâtiment. Alors on a deux systèmes en fait. On commence à élaborer au départ une photographie du bâtiment, avec une photographie la plus précise possible par rapport à l'audit de la qualité de l'air que je vous ai exposé précédemment. Et ensuite, on va faire une mesure en continu du bâtiment avec des indicateurs assez simples, mais ça va être des indicateurs de pilotage de l'installation en fait. Donc on va avoir une vision dynamique du bâtiment et pouvoir ajuster la ventilation en fonction d'un tableau de bord et différents paramètres de simples qu'on va mesurer en continu, en choisissant des points stratégiques par rapport à ce qu'on a vu par rapport à l'audit précédent. Donc on a une mesure à l'extérieur, des mesures à l'intérieur qui vont nous permettre d'avoir en fait dans l'exploitant va avoir dans au niveau de sa plateforme des outils de pilotage pour renouveler augmenter la ventilation ou faire un peu plus de recyclage en cas de pic de pollution particulière ou autre. Ensuite, je vais vous donner 2-3 exemples de mesures en continu pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut voir avec ce type de mesure, notamment en CO2. Alors le premier exemple, c'est un bâtiment basse consommation, où on a fait des mesures en continu sur un grand laps de temps. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que même la nuit, on n'arrivait pas à descendre en dessous de 1300 ppm dans CO2 dans la pièce, dans la salle de classe. C'est-à-dire que le bâtiment était tellement étanche et il y avait tellement peu de renouvellement d'air que même la nuit, on n'arrivait pas à redescendre aux concentrations extérieures. Donc ça veut dire que les élèves, quand ils rentraient dans la salle de classe, au départ, de base, ils avaient 1300 ppm de CO2. Donc autant dire que mon capteur, il allait jusqu'à 5000 ppm. Il a écrété, on devait augmenter plus que 5000 ppm de CO2. Donc là, on voit la période du week-end, où il faut 48 heures pour arriver à une valeur équivalente à l'air extérieur. Et là, en dessous, c'est une ventilation de double flux qui fonctionne correctement, à savoir qu'on augmente la ventilation, à l'heure du repas, on redescend, et on écrète en dessous de 1000 ppm pendant tout le cycle du bâtiment. Donc l'outil de pilotage, c'est à la fois un outil qui va nous permettre de caler la ventilation, mais aussi faire des économies d'énergie
peut-être en réduisant la ventilation la nuit, en augmentant la ventilation avant que les occupants arrivent, en fait, vraiment en optimisant la ventilation du bâtiment. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est un exemple de COV d'apport d'air neuf. Ce qui est en violet, c'est les périodes de fonctionnement de la centrale de traitement d'air. Et là, c'est la période du week-end. Ce qu'on voit, c'est que en fonctionnement de la CTA, on abaisse les COV, parce que là, c'est la courbe des COV, COV totaux réalisés avec un PID. Et ce qu'on voit là, c'est les valeurs qu'on retrouve en période de fonctionnement de la CTA. On a des valeurs assez basses en COV totaux, alors que le week-end, on augmente considérablement, et la nuit aussi. Donc on avait mis des tubes passifs au départ, donc on avait une concentration moyenne en COV, et donc on avait surestimé l'exposition du personnel en COV, là, puisqu'on était plutôt à ce niveau-là en COV, alors qu'on voit bien qu'en période d'occupation, on était plutôt correct en COV totaux. Donc on voit bien l'intérêt d'une ventilation non seulement pour abaisser le taux de CO2, mais pour aussi abaisser les autres polluants. Donc un bâtiment qui est juste géré avec le CO2, c'est dangereux. Mais le CO2, c'est une indication du renouvellement de l'air en occupation humaine et une indication de est-ce qu'on dilue correctement les autres polluants ou pas. Un autre exemple, c'est une différence entre une double flux et une simple flux au niveau des particules. Donc qu'est-ce qu'on voit au niveau de la simple flux? C'est qu'on a des concentrations particulières qui sont plutôt liées à l'air extérieur, puisque le bâtiment n'était pas très étanche, il n'y avait pas de filtration. Donc même le week-end, on a des particules, alors que les concentrations particulières au niveau du double flux, c'est plus une concentration particulière liée à l'activité humaine. On voit bien que les pics entre le CO2 et les particules sont corrélés, ce qui veut dire que ce qu'on a comme type de pollution, c'est plus une pollution liée à l'activité humaine, donc ce n'est pas le même type de particules, donc le danger n'est pas le même non plus. Donc pour conclure, une enquête in situ pour avoir une bonne stratégie d'échantillonnage, un audit de la qualité de l'air intérieur qui nous permet d'avoir une photographie du bâtiment la plus précise possible pour pouvoir après mettre en place un outil de pilotage qui va nous permettre durant l'année d'avoir des indicateurs simples pour piloter le bâtiment à la fois en exploitation, en maintenance et par rapport au confort des occupants. Voilà, je vous remercie.